Il semblerait qu'en France, quand tu es sous l'effet de la drogue, tu ne vas pas en prison. On te juge même pas. C'est-à-dire que tu peux rouer de coups une vieille dame, tu peux lui casser le visage en 1000 morceaux et la jeter par-dessus la fenêtre en la traitant de sale et tu ne vas pas être jugé. Donc c'est génial, quoi. En France, jusqu'il y a quelques temps, vous pouviez jeter une mère de famille par la fenêtre et ne pas être inquiété par la justice. Bonjour à tous, vous êtes sur VA+, et bienvenue dans ce nouveau décryptage. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube VA+, si vous voulez voir d'autres décryptages. Et puis également très important de mettre un de mettre un pouce en l'air. Alors, revenons ensemble sur l'affaire Sarah Halimi. Les faits d'abord. Le 4 avril 2017, dans le quartier de Belleville à Paris, une femme retraitée de confession juive et mère de 3 enfants, Sarah Halimi, a été successivement torturée, frappée et défenestrée par son voisin de 27 ans, Kobili Traoré. Au moment des faits, le futur meurtrier a consommé du cannabis. Et c'est justement ce joint qui sera au cœur d'un des arrêts les plus hallucinants de l'histoire judiciaire récente. Alors pour rappel, en France, la vente et l'usage du cannabis est interdit, ce qui ne nous empêche évidemment pas d'être le premier pays consommateur de la plante en Europe. La question de droit derrière tout ça est la suivante. Peut-on déclarer pénalement irresponsable un individu ayant eu une mauvaise réaction suite à une consommation de stupéfiants? Et le fondement légal, c'est l'article 122-1 du Code pénal, pris en son premier paragraphe. Et il nous dit ceci. N'est pas pénalement responsable la personne qui est atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Et justement, voici ce que va répondre la Cour de cassation. L'irresponsabilité pénale ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes. En bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le juge reconnaît l'irresponsabilité pénale de l'individu puisqu'il a été atteint d'une bouffée délirante, en lien évidemment avec cette prise de stupéfiants au moment des faits. Alors évidemment, la décision ne sort pas de nulle part puisque c'est une succession d'analyses sérieuses faites par des experts psychiatriques qui ont unanimement déclaré que l'individu était bien sans son discernement au moment des faits. Alors l'affaire suscite évidemment de nombreuses réactions. Et vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo avec l'animateur Arthur, le garde des Sceaux y est également allé de son commentaire, plus froid cette fois, puisqu'il a reconnu au micro d'RTL que la décision rendue par la Cour de cassation est la stricte interprétation du droit en vigueur. La Cour de cassation a respecté le droit. Le problème, c'est que le droit permet, en l'occurrence, à ce que l'on retienne l'irresponsabilité d'un homme au motif qu'il aurait consommé des produits psychotropes. Il ajoutera cependant qu'il travaillait sur un projet de loi pour pouvoir apporter les modifications nécessaires. Je travaille à une modification législative sur ce point. Car bien souvent, en droit français, le juge du droit se permet d'envoyer un message fort au législateur afin qu'il agisse en modifiant la règle légale ou en ajoutant une nouvelle. En gros, il arrive que le juge provoque délibérément le gouvernement et les parlementaires pour que la loi change. Et c'est ce qui s'est passé puisque la réforme sur l'irresponsabilité pénale a été adoptée en décembre dernier par l'Assemblée nationale. Le président de la République avait ouvertement pris la parole en juillet 2017 lors d'un discours au moment de la commémoration de la rafle du Vélodrome d'hiver. Malgré les dénégations du meurtrier, la justice doit faire désormais toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi. Pourtant, 3 ans plus tard, en 2020, à Jérusalem, il revient sur l'affaire en déclarant qu'un président de la République n'a pas à commenter une décision de justice. Tiens donc. Parce que je suis le garant de l'indépendance de la justice, des principes cardinaux de notre code pénal, et je dois respecter ces principes de la République. Le président de la République n'a pas à commenter une décision de justice ni à prétendre la remettre en cause. Nous nous sommes donc rendus à l'Assemblée nationale afin d'interviewer Meyer Habib, député franco-israélien de la 8e circonscription des Français de l'étranger, membre de l'UDI, qui a lancé avec son groupe une commission d'enquête sur le sujet en juin dernier. Alors monsieur le député, première question que j'avais à vous poser aujourd'hui, c'est la question de droit. Est-ce que c'est vraiment, faut-il juger les fous? Non, pour moi, un fou ne doit pas être jugé. Si quelqu'un est vraiment fou, il est normal qu'il aille dans un asile de fous, mais qu'il ne puisse pas avoir la même processus juridictionnel que quelqu'un de normal. La question est de savoir, est-ce que, dans le cas qui nous intéresse, Traoré était fou? J'ai beaucoup de doutes. Il y a peut-être une bouffée délirante, mais il n'a jamais pris de traitement avant. Il a été condamné à maintes et maintes reprises, 2 ans de prison, je crois, en cumulé, une vingtaine de comparutions diverses devant la justice. À ce jour, il ne prend aucun traitement. Il a prémédité son crime. Le crime est antisémite, ça a été établi de façon certaine.
Donc, j'arrive pas à comprendre si la personne est vraiment folle, qu'elle puisse préméditer, apporter des affaires, dire ce soir sera terminé. Madame Halimi le craignait depuis des années, elle tremblait de lui, elle s'était confiée 48 heures avant de la peur structurelle qu'elle avait de lui. Ses collègues de travail ont témoigné, je vous invite à regarder les témoignages devant la commission, ils sont édifiants sur la peur absolue qu'elle avait de son assassin. À partir de là, pour moi, le meurtre était prémédité et quelqu'un qui est fou ne peut pas totalement préméditer un meurtre. On a confiance en la justice de notre pays. Mais lorsque la justice qui est rendue au nom du peuple français semble ne pas avoir été rendue ou semble avoir été incompris par tout le monde, alors là, on a le droit, évidemment, de se poser certaines questions, y compris de remettre en cause une décision de justice. La justice est humaine, nous sommes des êtres humains. Est-ce que moi, en tant que député, je peux me tromper? Oui, bien sûr, je peux me tromper. Est-ce que le président de la République peut se tromper? Mais évidemment. Est-ce que la justice peut se tromper? Elle peut se tromper. Il peut avoir des erreurs judiciaires. Et l'affaire Halimi est une affaire d'État avec une grave erreur judiciaire, avec dysfonctionnement au niveau de la police. Ce qu'on a essayé de démontrer, je crois qu'on l'a démontré. Éric Dupond-Moretti a d'ailleurs déclaré à ce propos qu'il avait peur de refaire l'enquête. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Eh bien, écoutez, on m'a reproché souvent, Éric Dupond-Moretti, mais aussi beaucoup de... Lui, il ne m'a pas reproché directement, il a dit qu'il ne faut pas refaire l'enquête. Mais c'est quoi une commission d'enquête parlementaire si ce n'est d'enquêter sur les dysfonctionnements? Une commission d'enquête, elle enquête, par définition. Elle ne rejuge pas. Elle ne rejuge pas. Elle enquête. Cette commission d'enquête a démontré des dysfonctionnements graves. Vous savez, cette personne, ça aurait pu être votre sœur, votre mère, votre fille. Et aujourd'hui, la famille ne peut pas faire son deuil. Et beaucoup de Français juifs ne peuvent pas faire leur deuil, et beaucoup de Français tout court, qui sont épris de justice, qui aiment ce pays, ne peuvent pas faire leur deuil. Parce que c'est une Française, un médecin juif, qui a été massacré à point nu pendant 14 minutes avec 10 policiers sur place, et elle n'a pas pu être sauvée. Sarah Halimi aurait dû être sauvée. Sarah Halimi aurait pu être sauvée, c'est ma conviction absolue. Et puis après, la justice a très mal fonctionné. Il y avait eu préméditation, il n'y a pas eu de reconstitution, il n'y a pas eu de visite sur le lieu, il a fallu 8 mois pour le caractère antisémite, les témoins n'ont pas été auditionnés, la téléphonie n'a jamais été investiguée, j'ai jamais pu voir la famille Traoré dans la commission d'enquête. Je pourrais continuer et continuer et continuer en permanence. Les dysfonctionnements sont abyssaux, immenses, énormes, et constatés par tous les groupes parlementaires, au-delà de ceux des parlementaires de la République En Marche. Je ne parle pas du fait que personne de gauche n'était là, ni les communistes, ni les insoumis, ni même les socialistes. Je pense que Jaurès doit se retourner dans sa tombe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un écart de comportement de la part des journalistes, puisque la couverture médiatique n'a pas l'air quand même sur cette affaire énorme, quoi? Vous avez raison. Même le procureur Molins s'en est étonné. Il a dit « J'étais très étonné les premières semaines ». Alors c'est vrai qu'à la présidentielle, personne n'en parlait. Le déni a duré des années. Les journalistes ont été très peu là, à part peut-être lors de la manifestation. Et je dis pire, comment la chaîne parlementaire, je ne veux pas mettre quelqu'un en cause directement, mais il n'y a pas eu une minute, une seconde, un débat, une retransmission d'une commission d'enquête parlementaire par la chaîne parlementaire. Est-ce que c'est un problème, un dysfonctionnement de la justice, honnêtement, ou alors est-ce que c'est pas, et on sait que ça existe en droit français, vous n'êtes pas sans le savoir, un arrêt de provocation pour dire aux législateurs, il faut qu'on légifère sur ce discernement, qu'on aille encore plus loin dans la loi. Ça peut être l'un et l'autre. Lorsqu'il y a usage de stupéfiants. Ça a été le cas puisqu'on est non, mais, attends, mais alors ce serait trop facile. Mais imaginez-vous le précédent, de dire voilà, il y a usage de stupéfiants, donc j'altère mon discernement, et donc c'est terminé, je suis pas responsable. Je bois. Mais au contraire, ça doit être une circonstance aggravante. De boire, de se droguer avant de commettre un délit, ben, ça doit être une circonstance aggravante et pas atténuante. Cette personne savait parfaitement ce qu'elle faisait avant de commettre le crime. Alors, après, la justice, oui, elle peut être améliorée. La justice, parfois, elle est très souvent, d'ailleurs, heureusement d'ailleurs, très juste. Mais là, dans l'occurrence, cette enquête, elle a été menée à décharge. En général, elle est à charge et à décharge. Comment expliquer qu'elle ne soit même pas rendue une minute sur les lieux? Qu'elle n'ait pas auditionné aucun des témoins? Que l'avocat Gilles-William Gonadel, qui a demandé à la voir pendant un an, un des avocats, n'a jamais pu voir ne serait-ce le visage de la juge d'instruction. Dans cette affaire, on a tous fait circuler, il n'y a rien à voir. Il est fou, il va en prison, et il sera libre dans quelques... Non, il y a manifestement, je crois, hélas, des dysfonctionnements. En tout cas, le rôle de cette commission, même si je le fais parfois avec passion, parce que c'est un peu dans mon ADN, c'est un peu mon style, mais j'essaie de le faire avec calme. Aujourd'hui, je suis quand même un petit peu en colère, je suis déçu. Un policier peut faire une erreur, un député peut faire une erreur, et un magistrat peut aussi faire une erreur. Et dans ce cas précis, je crois qu'il y a
une accumulation d'erreurs et le fait qu'on ait voulu cacher certaines choses, justement peut-être parce qu'il y a eu des erreurs et que ça a arrangé tout le monde, que cette affaire soit rangée dans un tiroir de façon définitive et qu'on n'en parle plus. Je crois que c'est pas sain, c'est pas moral, c'est pas juste par rapport à la victime, à la famille de la victime et les gens qui sont épris de vérité. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce décryptage sur l'affaire Sarah Halimi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à mettre un j'aime. Lisez Valeurs Actuelles, restez informés. À bientôt.